Bonsoir à tous. On se retrouve comme d'habitude dans votre magazine d'actu culture et société tous les mardis 19h 21h. Je suis toujours So Spencer, votre go so sweet so chill. On est là pour débriefer de l'actu. Alors comme tous les mardis, venez passer 2 heures agréables avec nous. Ça n'a toujours pas bougé. Je suis toujours avec Florence et Leïla. Hello. Vous pouvez nous écouter ou nous regarder en direct sur move.fr. Alors aujourd'hui, on a un programme assez cool, bien diversifié. Au menu de la pluie et le beau temps aujourd'hui, le réarmement démographique. Après ses propos sur la nécessité de repeupler le pays, le plan contre l'infertilité proposé par Emmanuel Macron a été la cible de nombreuses polémiques, notamment lancées par les collectifs féministes. Flo, tu vas nous parler du fléau de l'infertilité. Ouais, parce que l'infertilité, c'est un phénomène en progression. Il y a un couple sur 4 qui échoue pour avoir un bébé après 12 mois d'essai. Waouh. Et Léla, toi, tu vas nous faire le tour du monde des politiques natalistes les plus what the fuck. C'est ça. Shy is back avec son nouvel album Pourvu qu'il pleuve. Sa place de rappeuse dans l'industrie masculine musicale fait-elle d'elle une artiste obligatoirement féministe ? C'est ce qu'on verra. Léla, toi, il me semble que t'as un coup de gueule à passer. Ouais, ça y est. Là, ce soir, je vais vous expliquer pourquoi il faut arrêter de comparer les rappeuses à James. Aïe. L'école privée est-elle meilleure que l'école publique ? À ce qui paraît, oui, selon la ministre de l'Éducation Amélie Oudéa-Castéra, qui a justifié la scolarisation de ses enfants dans le privé par les défaillances supposées du public. Bref, la guerre des écoles, ce sera notre 3e sujet du jour. Wonka, Mean Girls ou encore la couleur pourpre, ces 3 films actuellement à l'affiche sont en réalité des comédies musicales. Si le genre a longtemps été affilié au spectacle de Broadway aux États-Unis, à New York plus précisément, on verra qu'il a peu à peu pris sa place dans le cinéma, mais qu'il ne fait pas toujours l'unanimité. On reviendra aussi sur la façon dont la France s'est approprié ce genre-là, avec succès ou pas. Bref, tout ça et bien plus encore, c'est dans la pluie et le beau temps. C'est parti. La pluie et le beau temps. La pluie et le beau temps. Alors après le remaniement, c'était vraiment le 2e moment fort en politique de ce début d'année 2024. Comme quoi on commence vraiment l'année en folie. Hein. Ils sont très forts les politiques. Crazy, Ils sont cray-cray. 2024, very crazy, you know. En tout cas, dans sa conférence de presse du mardi 16 janvier dernier, le président Emmanuel Macron a provoqué les vives réactions des Français puisque il a annoncé son plan contre l'infertilité. Il a utilisé des mots quasi militaires assez crus, ce qui a provoqué la colère des collectifs féministes. Je pense notamment aux termes comme réarmement démographique, comme ça si... fait flipper de dire ça comme ça. Oh, garde à vous, Ouais, voilà. À vos si, utérus. c'est ça. Justement, comme si les utérus des femmes étaient au service de l'État et de l'économie. On va écouter justement Sandrine Rousseau, qui est députée des écologistes dans le journal de TF1. Ça concerne les hommes, ça concerne aussi l'avenir de la France. S'il y a moins de générations, ça veut dire une économie qui décline, ça veut dire une société qui décline. Non, ça n'est pas une société qui décline. Il y a suffisamment d'humains sur la société et les femmes font absolument ce qu'elles veulent de leur corps. Absolument ce qu'elles veulent de leur corps. Et je tiens ici à le redire, et à le redire avec beaucoup de fermeté à tout le monde. Les femmes, l'utérus des femmes appartient aux femmes et elles font exactement ce qu'elles veulent avec. J'imagine que vous êtes totalement d'accord. Ouais, merci. Merci Sandrine encore une fois. Sandrine, C'est présidente. pas la première fois qu'on la remercie en plus, Sandrine. Sandrine, c'est notre go à ça de l'inviter, vraiment. En tout cas, l'État se lance dans une politique nataliste puisque pour l'année 2023, la France a compté 678 000 nouveau-nés, donc moins de 700 000, avec une fécondité qui a atteint 1,68 enfants par femme. Et c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que la natalité a atteint un taux aussi bas en France. On fait des enfants de plus en plus tard. L'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Alors, après ces déclarations récentes, moi je vais même aller encore plus loin pour illustrer les propos du président, puisqu'en 2022, un rapport remis au gouvernement mettait en lumière que parmi les 15 millions d'adultes âgés de 20 à 49 ans qui ont déjà essayé d'avoir un enfant, 3,3 millions de femmes et d'hommes ont rencontré des problèmes d'infertilité. Les filles, est-ce que vous connaissez des gens qui ont vécu ce problème ? Ouais, j'ai l'impression que dans nos entourages, on en a un peu tous. Hein. Ouais. Toi, tu connais ? Parce que moi, personnellement, non, mais j'ai déjà fait dans d'autres médias des reportages sur ces personnes et c'était hyper triste. Ça touche beaucoup de personnes en vrai. Hein. Moi, j'ai 2 amis qui l'ont vécu et je vous avoue que c'est un parcours très périlleux, vraiment autant psychologiquement et surtout que ça physiquement. s'avère pas toujours concluant. Ouais, mais après, je me dis sûr. que justement, peut-être que j'en connais, mais je le sais pas. Oui, parce que c'est aussi quelque chose de tout le très monde n'en parle perso. pas. Ouais, ça peut être tabou effectivement. En tout cas, c'est la première fois, comme je disais tout à l'heure, depuis la Seconde Guerre
mondiale que la natalité a atteint un taux aussi bas en France. C'est justement pour ça que le président veut mettre en place un réarmement démographique en instaurant plusieurs mesures comme pour stopper la montée de l'infertilité masculine mais aussi féminine sur le terrain de la santé. Alors ce futur plan infertilité, il prévoit aussi le renforcement de la lutte contre les perturbateurs endocriniens, le développement de la recherche sur la procréation médicalement assistée, donc la PMA, ou encore l'ouverture de 100 000 places en crèche ou chez des assistantes maternelles d'ici à 2027. Sur le plan social aussi, le président Emmanuel Macron veut remplacer le congé parental par un congé de naissance qui serait plus court mais mieux payé. On va l'écouter à ce propos-là. Après l'allongement du congé paternité, je crois profondément que la mise en place d'un nouveau congé de naissance sera un élément utile dans une telle stratégie. Congé de naissance qui viendra remplacer le congé parental actuel. D'abord, il sera mieux rémunéré, il permettra aux 2 parents d'être auprès de leur enfant pendant 6 mois, s'ils le souhaitent. Donc du coup, vous faites des kids, mais vous restez pas avec eux. Apparemment, encore une fois, ce congé parental a encore une fois fait parler. Et je l'ai dit, dans ce plan contre l'infertilité, il y a eu plein de réactions puisque la baisse du taux de natalité est due à 2 choses. L'infertilité, certes, mais il y a aussi la volonté de ne pas vouloir d'enfants, en fait. Ça, c'est un fait. Et c'est un sujet que je voudrais qu'on aborde justement en deuxième partie parce que le droit de ne pas vouloir d'enfants, c'est quand même, à ce que je sache, un droit fondamental. Tellement. On est d'accord. Donc, il faut arrêter de culpabiliser les femmes sous couvert d'un devoir sociétal et aujourd'hui national et politique. Donc, voilà, on aura tout vu. En tout cas, concernant l'infertilité, c'est vraiment un sujet, c'est un vrai sujet pour les gens qui souhaitent devenir parents parce que, selon l'Organisation mondiale de la santé, 186 millions de personnes sont touchées par l'infertilité dans le monde. Énorme. Et comme tu disais tout à l'heure, on le sait pas forcément, mais vu les chiffres, il y en a énormément. Et pour les femmes qui rencontrent pas de problème d'infertilité, l'INSEE a montré qu'en 2023, la première grossesse survient en moyenne à quel âge, selon vous ? 28. La trentaine 28. Vous êtes proche. 31 ans. Ouais. Moi, ça m'étonne pas. Ouais. Je pensais même un peu plus. 28. Moi, je sais pas pourquoi j'aurais dit plus tôt. Moi, je pensais plutôt aussi. Et 31 ans. Et est-ce que vous savez à partir de quel âge on est les plus fertiles ? Moi, ça, je sais. Du coup, et toi ? Je sais pas, moi, 23. Ah ouais. T'es pas loin, c'est 25 ans. 25 ans, ouais. Et justement, je suis dans mon pic là. Ouais. Et moi, je suis normalement dans un an en âge de procréer. Il y a la pression sociale. Plus qu'un an pour avoir un gosse. Bon, alors 25 ans. Justement, ce dimanche 21 janvier, Aurore Berger, c'est la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle était invitée de nos confrères chez France Inter et elle a déclaré sur le plateau qu'un bilan de fertilité pourrait être proposé aux femmes et aux hommes dès l'âge de 25 ans, gratuitement, donc remboursé, pour voir s'ils sont suffisamment fertiles ou pas. Alors, Flo, finalement, c'est quoi les causes de l'infertilité qui préoccupent jusqu'aux plus hautes sphères au point d'en faire une cause nationale ? Écoutez, et moi qui attendais la suite de la servante écarlate, je plaisante. En tout cas, ce plan paternaliste ne s'occupe pas des femmes infertiles, mais répond à des enjeux de politique économique, en fait. Le problème de la population vieillissante, finalement, ça recoupe 2 débats hyper chauds, celui sur les retraites et celui sur l'immigration. N'empêche que l'infertilité, c'est un sujet, évidemment. Le souci, c'est que potentiellement, ce sera contraint, parce qu'en fait, ça peut être très culpabilisant, surtout quand on sait qu'en réalité, peu de jeunes adultes de 25 ans ont un projet bébé à cet âge, avec du coup l'incertitude de la vie, entre précarité de l'emploi, éco-anxiété et j'en passe. L'infertilité volontaire est aussi un choix social, comme tu le disais, So. Et aujourd'hui, vers 30 ans, c'est 35% des femmes qui ne veulent pas d'enfants. Vous en pensez quoi, vous les filles ? Comme je suis la plus concernée, je peux comprendre parce que aujourd'hui on a des carrières, on a des choix peut-être de liberté, etc. C'est pas mon cas, je veux vraiment des enfants, au moins 2 ou 3, tu vois, c'est un rêve de femme, j'ai envie de te dire. Mais en vrai, j'ai absolument pas à critiquer les femmes qui n'en veulent pas. À un moment donné, il faut arrêter cette pression sociale, tu vois. Toi, Leïla, t'en penses quoi ? Ouais, moi aussi, je suis de la team, mais tu fais ce que tu veux. Si tu veux en faire 1000, t'en fais 1000. Si tu veux en faire un parent, t'en fais un parent. Et même parfois, quand t'en veux, c'est pas possible. T'as fait des études. Mais moi, ça, c'est une peur que j'ai de ouf. Genre, je me dis, pour l'instant, c'est pas le projet, mais j'ai trop peur de me dire, ah là, c'est bon, je suis prête, je veux un enfant et de pas réussir. Ouais, j'avoue. Et c'est pour ça que je plaisante tout le temps en me disant, moi, je vais faire un petit tour en Espagne, ça va congeler tes ovocytes, et comme ça, quand je voudrais, je suis sûre que ça marche. Mais j'avoue, excuse-moi de te couper, Flo, mais j'avoue que c'est un problème auquel on pense pas forcément quand on est plus jeune. Mais on se dit, c'est bon, j'ai le temps, tu vois, jusqu'à ce que l'âge passe et on se dit, ah mais merde, en vrai, le temps passe. Ouais, mais je pense qu'il faut aussi respecter la liberté de choix parce que souvent, on dit à ces femmes-là, mais attends, tu vas changer d'avis.
vie. Parfois non, en fait. tu vois. Mais après, selon moi, ça reste une bonne initiative si c'est pas obligatoire, parce que d'un point de vue purement médical, oui, il y a une hausse de l'infertilité. Et pour les gens concernés qui, en plus, veulent des enfants, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. D'ailleurs, c'est chouette d'en parler, étant donné que ça a longtemps été un tabou, resté en dehors des radars. Et en effet, ça touche à l'intime, à la famille, à la politique, même parfois à Dieu. Et sociétalement, c'est une maladie méprisée. Témoignage de Lise pour le groupe Nice Matin. On est quand même dans une société où on nous met quand même un peu la pression, c'est-à-dire qu'on rencontre la personne avec qui on veut faire sa vie, on achète une maison, on se marie et les gens posent beaucoup la question et alors les enfants c'est pour quand ? Et donc du coup on se retrouve un jour, on nous dit ah ben voilà vous êtes infertile et comment dire, c'est comme si on était défaillant quoi par rapport à la société en fait. Ouais, défaillant pour la société, et ça qu'on soit un homme ou une femme, puisque cette maladie n'est pas sexiste visiblement, elle touche tout le monde, et sa capacité de dénigrement est dans les deux camps, en fonction des cultures aussi, mais généralement on rend évidemment responsables les femmes, et on se moque des hommes qui n'ont pas un sperme viril, entre guillemets. C'est navrant, comme tu l'as dit, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'infertilité c'est quand même 3,3 millions de personnes, juste en France. Exactement, donc un phénomène en progression, un couple sur 8 a déjà consulté pour ce motif, et plus d'un couple sur 4 échouent à avoir un enfant après 12 mois d'essai. Parmi les causes, la masse de critères. En premier lieu, l'âge des femmes, puisqu'on fait des bébés plus tard. Environ 30% des nouveau-nés ont une mère de 35 ans et un père de 38. Résultat, la qualité de nos ovules s'altère, sachant que la fertilité optimale se situe donc autour de 25 ans. Puis ce sont des éléments exogènes, notamment les cancers, mais aussi le contact avec des substances chimiques omniprésentes dans l'environnement domestique, la chaîne alimentaire ou les médicaments, par exemple dans le shampoing ou encore le rouge à lèvres, sachant qu'une femme consomme dans sa vie en moyenne 6 kilos de rouge à lèvres. On parle des femmes et pour l'instant quand même les effets les mieux établis sont quand même sur la fertilité masculine. La qualité du sperme est en chute libre à l'échelle mondiale. La concentration moyenne de spermatozoïdes dans la sémence humaine a été divisée par 2 en un demi-siècle. En fait, c'est dur d'établir une estimation fiable à cause des délais entre l'exposition et le constat de l'infertilité. Ouais, c'est ça. Il y a des travaux publiés en 2022 qui visent à obtenir une sorte de hiérarchie des perturbateurs endocriniens. En tête, on trouve, c'est un peu technique, mais les bisphénols, les dioxines polychlorées et certains phtalates qu'on trouve dans les plastiques notamment, les parabènes donc dans les cosmétiques comme le rouge à lèvres et le paracétamol qu'on utilise régulièrement. D'autres travaux suggèrent que les polluants éternels jouent aussi un rôle important. Les pesticides sont aussi suspectés, ils auraient un lien avec l'endométriose. On en parlait du coup la semaine dernière. Donc elle favorise l'infertilité et elle est à l'origine de 15% des FIV. Mais l'absurdité, c'est qu'à côté de ça, leur usage ne recule pas et des substances comme le glyphosate ont même été autorisées à nouveau. Sauf qu'on ne peut pas vraiment lutter contre l'infertilité sans lutter contre la pollution. Bah ouais, comme sans lutter contre tout ce qui peut la détériorer en fait, parce que l'infertilité, c'est un cocktail explosif entre tous ces éléments et notre mode de vie. Beaucoup de facteurs comme le tabac, l'alcool, la sédentarité ou la malbouffe ont aussi un impact et pour autant, on nous fait aucune prévention dessus, c'est-à-dire que tout le monde sait qu'a priori fumer tue et rend pourquoi pas les dents jaunes, mais peu savent ses effets sur la qualité des gamètes. Et finalement, c'est hyper difficile de mettre en place un plan infertilité quand il s'agit en fait de repenser toute une manière de vivre et se redonner entre guillemets du bien-être. Est-ce que vous êtes optimiste ou ça vous déprime? Alors, j'aimerais bien, mais non. Ça me déprime, je suis désolée. Franchement. Sinon, il faudrait aussi... En tout cas, la route, elle est longue. Ouais, elle est longue, très longue, très très longue. Ouais. Je pense aussi. Bon, en tout cas, il faudrait peut-être aussi donner des moyens pour donner des solutions après le diagnostic. Carrément, on a encore trop peu de centres de PMA et les délais sont super longs. Actuellement, on peut facilement compter 3 mois avant d'avoir un rendez-vous et c'est pas comme si c'était une histoire de temps, les bébés. C'est vrai. Bref, très urgent psychologiquement pour les parents, sachant que la PMA, c'est pas magique. Faut pas oublier qu'il y a un couple sur 2 qui décide de quitter le parcours sans enfant parce que si apprendre son infertilité, c'est une souffrance, le circuit peut l'être aussi, comme l'expliquait Lise, du coup, qu'on a déjà entendu tout à l'heure. Après, quand les échecs s'accumulent, c'est toujours une descente aux enfers. On se dit, bon, je suis déjà descendu bas, je descendrai pas plus bas. Si, je suis toujours descendu, du moins moi personnellement, je suis toujours descendu beaucoup plus bas.
Et il faut savoir que parfois le corps médical n'aide pas. On a encore des remarques qui traînent du style « faut se détendre madame », comme s'il était question d'un problème psychologique. Bref, un goût de manque de considération sous prétexte que c'est pas la mort non plus, quoi. Non, mais en ça, gros, toutes les maladies qui sont pas mortelles, c'est inadmissible. Enfin, je le redis, je connais deux femmes qui sont passées par ce processus pour avoir des enfants. Je vous le dis, je vous confirme, c'est vraiment un long parcours, c'est hyper éprouvant. Donc en fait, les remarques comme ça passe pas. Bah ouais. Surtout venant de la part de professionnels. Plus maintenant, tu vois. Tu te dis maintenant, avec tout ce qu'on sait, on est capable de se rendre compte que c'est dur, que c'est compliqué, que c'est une maladie qui, des fois, se soigne pas du tout. Il y a des gens qui réussissent vraiment pas à avoir d'enfants. Et je me dis, toi, ton métier, c'est d'accompagner ces gens-là et t'es pas capable de le faire correctement. Je te jure. Et puis comme si c'était que le stress, quoi. Oui. Genre, ça va. Sinon, arrête d'y penser, ça va venir quand t'arrêteras de stresser. Ça vaut bien évidemment pour tous les professionnels de santé, tu vois. En tout cas, là, tu parles de la PMA. Je pense qu'on peut quand même avoir, malgré tout, de l'espoir pour la suite parce que, juste pour l'année 2023, j'ai des chiffres et c'est plutôt encourageant. La France est restée l'un des pays leaders en matière de PMA. 2% des naissances globales ont été le résultat d'une PMA. Et en plus, la législation, parce que c'est vrai, il faut en parler, la législation, elle a carrément évolué pour inclure plus de bénéficiaires comme les couples de même sexe ou encore les célibataires. Et ça, c'est cool parce que ça peut diversifier le champ des possibles pour tout le monde au final, carrément. Pour tous les gens qui veulent des enfants. 19h19 sur Move, la pluie et le beau temps, c'est votre hebdo qui décrypte toute l'actu, culture et société. Et justement, on a décidé de revenir sur le débat du réarmement démographique, très militaire tout ça, suite à la conférence de presse du 16 janvier dernier où le président Emmanuel Macron a annoncé une grande politique nataliste. Alors, je rappelle quand même qu'avec 678 000 naissances en 2023, la fécondité a atteint 1,68 enfants par femme en France et c'est le chiffre le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Déjà, vous savez à partir de quel moment on peut parler d'infertilité, les filles ? C'est 1 an. Quand t'essayes pendant 1 an ? Ouais, c'est ça, exactement. À partir du moment où on arrive à définir une incapacité de grossesse après 12 mois ou plus de rapports réguliers non protégés. Effectivement, donc c'est ça. Alors nous, on a longuement parlé du cas de la France, mais c'est vrai que l'infertilité, c'est quand même une cause internationale. En avril 2023, l'OMS a sorti un rapport qui affirme qu'environ 17,5% de la population adulte dans le monde est touchée par l'infertilité. Donc ça représente environ 1 personne sur 6 et bien évidemment que chaque gouvernement mène sa politique nataliste. Selon les pays, elle peut être progressiste, conservatrice ou encore farfelue. Et on va voir ça dans un instant avec toi, Leïla, parce que tu vas nous faire le récap des politiques natalistes what the fuck dans le monde. En tout cas, pour l'instant, j'ai des chiffres à vous apporter sur l'aspect international. Selon l'INSEE, en Occident, c'est précisément en 1968 que les taux de fécondité ont commencé à baisser. Ça a été le taux le plus bas de l'après-guerre. Et c'est en 1979 aussi précisément que le taux de fécondité mondiale est passé à 6. Aujourd'hui, il est quand même redescendu à 2,52 et il continue de baisser. Donc ça fait flipper. Comme je disais, Leïla, toi, tu as fait des recherches sur les politiques natalistes dans le monde. Dis-nous tout, comment ça se passe à l'étranger ? Alors, déjà, sachez que depuis plusieurs années, donc il y a des États qui se sont un peu mis en 4 pour que la population fasse des bébés. Et avec des méthodes un peu extravagantes, on va dire. Et en gros, par exemple, en Russie, on a Poutine qui fait que le répéter, mais il faut que la famille de 3 enfants devienne la norme pour remédier du coup au vieillissement de la population et perpétuer de nouvelles générations de Russes. Et en fait, c'est dans cette optique qu'il a décrété que l'année 2008 deviendrait l'année de la famille. Du coup, il a instauré des petits jours fériés censés encourager à la création de familles. Donc en gros, des petits jours pour inciter les gens à faire l'amour, tout simplement. D'accord. Et donc on a le 8 juillet, donc c'est la journée de la famille, de l'amour et de la fidélité. Le 12 septembre, la journée du rapprochement familial. Et en fait, 9 mois après le 12 septembre, on a le jour de la fête nationale russe. Et il a décidé d'organiser une sorte de concours de bébés ce jour-là. Donc c'est pour les bébés qui seront nés 12 mois après ce fameux 12 septembre. Ouais. Imagine, il est prématuré. T'es trop énervée. Ça va dans la période en fait, tu vois. Okay. Et en gros, donc ce concours de bébés, ça s'appelle la journée des patriotes et c'est le jour où les femmes qui ont accouché, elles peuvent recevoir des cadeaux du type d'électroménager, une voiture et tout. Et est-ce que ça vous dirait de faire un enfant pour un four ou un frigo ? Un petit frigo Smeg. Mais range-toi de là, mais dégage. Mais ça va pas. Franchement, un frigo plein avec l'inflation sur un malentendu. Moi, je dis oui pour un an de course. Je te fais des jumeaux, tu sais, genre. Non, mais horrible. Pour un an de course gratuit illimité, je peux prendre v'là les marques. Vas-y, c'est bon. On dirait tellement v'là les marques, elle a dit. Mais du coup, est-ce que vous pensez que ça a marché ? En vrai, je pense. Il y a moyen. Non. Vu comment les gens sont des moutons, en vrai, il y a moyen. En vrai, ça a pas
marché de ouf. Il y a quelques personnes qui l'ont fait, mais ça n'a pas eu d'effet sur les courbes, tu vois. Okay. Et en gros, c'est pour ça qu'il s'est dit, ok, ça marche pas, maintenant je passe à la deuxième offensive du plan, D'accord. les bancs de l'amour. C'est quoi des Donc bancs? en gros, c'est des bancs qu'il a installés dans des parcs à Moscou, et c'est des bancs qui sont conçus pour rapprocher les couples, donc pour que ça se bécote un peu dehors. Et ça ait envie c'est de pour aller ken sous la pénombre. Non, c'est pour avoir envie de rentrer, et du coup, agrandir le peuple russe, tu vois. Mais ils sont spéciaux, il y a un truc, c'est genre, ils sont longs. Non, c'est des bancs dans un parc. Tu vas dehors, là, il y en a 1000. Ah ouais, Paris, c'est une ville pour se bécoter, du coup, il y a des bancs partout. Exactement. Mais du coup, en gros, tout ça, ça n'a rien changé. Donc en 2013, le gouvernement, il s'est replié sur une politique nataliste plus normale, entre guillemets. Enfin. Du coup, en donnant une allocation de 250 000 roubles, donc ça fait environ 6 130 € aux femmes qui accouchent de leur deuxième enfant. Mais c'est incroyable. Mais par contre, c'est énorme. Hein. Let's go procréer. Bon, ça a toujours pas énormément marché. Mais attendez, du coup, je sais que dans un autre pays, il y a aussi un truc chelou, c'est la Corée du Sud qui a de l'imagination pour relancer la natalité. Ouais, et eux, en plus, c'est vraiment un sujet central, la natalité, parce qu'ils ont le taux de fécondité le plus bas du monde. Okay. C'est les premiers à être passés sous le seuil d'un enfant par femme. Donc eux, c'est vraiment un truc qui leur tient à cœur. Et en fait, sauf qu'en termes d'idées cheloues, ils sont assez chauds. Dis-nous tout. En fait, ils ont décidé d'encourager les salariés sud-coréens à rentrer chez eux plus tôt pour créer des familles. Donc Ken. Et en gros... Non mais c'est l'heure de Ken. Donc voilà. Et en fait la solution ça a été d'éteindre les lumières des bureaux plus tôt, un mercredi par mois pour que les gens rentrent plus tôt chez eux. Sauf que ce plus tôt là c'est pas le même plus tôt que nous on croit, c'est 19h30. Moi je suis désolée, 19h30 je rentre souper au lit. Je te jure. Y a pas de... hop, c'est l'heure du souper. Du coup ça a marché ou pas? Non. Et en fait, aujourd'hui encore, c'est une vraie problématique en Corée du Sud. Et le président, donc Yoon, il a même mis cette baisse de natalité sur le dos des femmes. Du féminisme. Et du féminisme. D'accord. Et du coup, en expliquant que le féminisme empêchait les relations saines entre les hommes et les femmes. Et pour ça, il a fait fermer toutes les antennes du ministère de l'égalité hommes-femmes et aussi supprimer les programmes scolaires contre le sexisme. Et en fait, ce qui est inquiétant, c'est que ça pose la question de l'avenir du droit à l'avortement, par exemple, et du droit des femmes, tout simplement, dans le pays. Quoi. Carrément. Et j'ai une question. En Europe, est-ce qu'il y a déjà eu des politiques un peu what the fuck comme ça? Alors, aussi extravagante, non. Parce qu'en fait, la natalité, c'est une grosse question que depuis quelques années et que depuis cette année en France, par exemple. Et en fait, les gouvernements, ils n'ont pas eu à en arriver là. Ils n'ont jamais été aussi désespérés, on va dire. Et en France, par exemple, dans les années 30, donc pendant l'industrialisation, les femmes, elles se mettent à travailler et en fait, elles ont besoin de faire garder leurs enfants. Et c'est comme ça que l'État, il va mettre en place une politique nataliste. En fait, c'est la création des crèches publiques pour que les femmes, elles puissent travailler tout en continuant de faire des enfants, vu qu'il n'y aura pas de soucis de garde. Et en fait, ça a permis de garder le meilleur taux de fécondité d'Europe, et même si aujourd'hui c'est des résultats qui sont quand même un peu contestés. Pourquoi ? En fait, le plus haut taux de fécondité d'Europe, on le doit plus à l'immigration qu'aux crèches. D'accord. En fait, les femmes immigrées, elles avaient un taux de fécondité plus élevé que celui des femmes nées en France. Donc en fait, si la France, elle avait fermé ses frontières, le taux de natalité, il aurait diminué naturellement comme dans le reste de l'Europe. Ok, en fait, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça fonctionne pas, que rien ne fonctionne et que jamais un État ne réussira à pousser sa population à faire des enfants. En même temps, on les fait pas pour eux, tu vois. Tu fais pas un enfant parce que tu veux faire plaisir à Macron. Mais surtout, en gros, la question qui se pose ici, c'est vraiment de savoir, comme tu as dit, si c'est possible de faire grimper le taux de fécondité, parce que ça a l'air d'être une tâche un peu colossale. Mais moi, la réponse, on l'a, c'est non. C'est pas vous qui décidez. Et en fait, selon le démographe Jeanne Ohem, la fécondité, elle doit dépendre de plus de caractéristiques que l'économie et que... évidemment. Et que tous les aspects pécuniers dont on parle et dont on nous fait la pub à chaque fois. Et en fait, il faut aussi se poser de la question si la société, elle facilite la vie de famille ou non. Et ça, je pense que c'est plutôt ça qu'il faut résoudre avant de penser à nous donner des sous et pour même qu'on fasse économiquement, revaloriser les salaires et tout, et déjà on sera plus en sûreté. Et voilà. Et du coup, en fait, l'éternelle question, c'est est-ce qu'on fait un enfant parce que notre pays en a besoin? Absolument pas. De toute façon, la réponse, elle est déjà dans la question. Mais est-ce que vous comprenez les gens qui veulent pas spécialement d'enfants dans ce monde de fous?
Bah oui, et puis tu peux avoir peur de te dire ok, je vais lui laisser quoi moi à mon enfant quand je vais partir. Grave. Franchement, je peux comprendre totalement. Leïla, je vais aussi revenir sur les politiques natalistes what the fuck. On a bien rigolé avec la Russie quand même. En 2010, au Japon, on reste en Asie, ils ont carrément sorti des robots pour encourager les gens à procréer. À Ken, clairement c'est le sujet du jour. Le robot, il a la forme d'un bébé et il porte un nom. Le robot a un blaze, il s'appelle Yotaro et apparemment il est tellement cute qu'il serait censé donner envie aux gens d'en fabriquer un en vrai. Non, en gros, vu que tu joues à la poupée, tu vas avoir un bébé. C'est la même chose. Mais tu sais qu'au Japon, ils avaient fait ça aussi. Mais pour les jeunes filles, en gros, c'était leur contraceptif. Ils donnaient des espèces de robots qui pleuraient tout le temps aux filles de 16 ans, tu vois. Pour te en leur disant, dissuader, tu vois comme c'est compliqué d'avoir un bébé. Donc tu ferais mieux de prendre ta pilule, etc. Oh là là, incroyable. 19h30, vous écoutez La Pluie et le Beau Temps, l'hebdo qui décrypte toute l'actu culture et société. Elle est de retour après 5 ans et vraiment c'était l'événement rap de ce vendredi dernier, le grand retour de Shai, la chef du Jolly Girls Gang, la beauté fatale venue tout droit de Belgique. Aïe aïe aïe, 5 ans après son album Antidote, Shai est revenu vendredi avec Pourvu qu'il pleuve. C'est un album qui était très attendu par les fans puisqu'il marque un tournant dans sa carrière. Avec Leïla, on a eu la chance d'assister à sa release party jeudi dernier. La release party, c'est la soirée de lancement de l'album avec l'artiste présent. Et verdict, on a kiffé. Sympa dans un petit strip club, très shy. Très shy, vraiment ambiance bad bitch en fait. Hein. Tu confirmes? Moi, j'ai été omnibulée par la souplesse de ces femmes. J'avoue, j'avais l'impression qu'on était à Atlanta, meuf. Dinguerie. Ouais, c'est ça. Des fois, c'était très Atlanta. Très Atlanta. En tout cas, Shai, elle le dit elle-même, Pourvu qu'il pleuve, c'est l'album le plus abouti de sa carrière. Elle est d'ailleurs en pleine promo et c'est dans la boîte à questions sur Canal+ qu'elle a expliqué à quoi on doit s'attendre avec ce nouvel album. Alors, on doit s'attendre à de la poésie, de l'amour, du sexe et de la violence. Alors ça fait un moment qu'on l'attend, surtout depuis mai dernier, parce que c'était pendant la première édition des Flammes, cérémonie de récompense dédiée au rap, qu'elle avait envoyé un petit avant-goût en interprétant sur scène le titre Joli Go, et elle avait terminé par un tout petit extrait du titre Commando. Nouvel album, nouveau flow, pétage, je suis venu prendre tout ce qu'elles m'ont pris. Joli garçon, quand je donne pas mon cul, ni au bolos, ni aux maisons 17, appelle la police, cœur rebondit comme un trampoline. À chaque couplet, mes casse à côté. Du coup, pour vous parler de l'album, il est assez riche. Elle a fait appel à ses acolytes de Nouvelle École, puisque dans l'album, on retrouve bien sûr SCH sur le morceau Paradis. Mon préféré. Ouais. Et d'ailleurs, elle le dit elle-même, elle aussi, c'est le morceau qu'elle préfère. Enfin, en tout cas, c'est le morceau qui lui tient le plus à cœur, puisqu'elle parle de la mort, un thème qui évidemment nous touche tous. On la retrouve aussi aux côtés de Niska sur le titre Sans cœur. J'allais bien, il m'a dit, c'est très bien que t'as capté que je suis pas comme les autres. Je préfère quand c'est direct, je sais que t'es vénère quand je te cause. On la retrouve aussi avec Gazo sur le titre À l'envers. Je conduis sur deux. Quand tu me regardes dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Et tout ce que t'as sur le cœur, me le dis pas. Quand tu me regardes dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Alors pour ma part, j'ai beaucoup aimé l'album. En plus des feats, j'ai beaucoup aimé les instrus. Je trouve qu'elle s'affirme vraiment en tant que femme qui pèse dans le game, surtout dans une industrie musicale largement dominée par les hommes. Je pense qu'à chaque fois qu'on fait un sujet sur la musique, on le dit. Mais même surtout. À chaque fois qu'on fait un sujet. Tout court, je te jure. Mais je te jure. On parle santé, il y a moins de meufs. Je te jure, et on a marre. En tout cas, c'est un album travaillé qu'on a longuement attendu. Et d'ailleurs, elle a fait le meilleur démarrage pour une rappeuse en 2024 avec quasiment 2 millions de streams sur Spotify en 24 heures. Ce que je sais aussi, par contre, c'est que le titre Sans cœur avec Niska s'est classé dès sa sortie à la 5e place du top single. Et c'était une première pour une rappeuse francophone depuis 2006. Alors, sans surprise, Florence Leïla. À votre avis, qui détenait le record jusque-là? Diams Sounette, Mélanie. Exactement, bien sûr. Alors, le record était détenu par Diams avec Confession nocturne, le classique, incontournable, ensuite avec Vita, Jeune demoiselle et La Boulette. Alors, du coup, je sais pas pour vous, mais à chaque fois qu'on parle de rap féminin français, j'ai l'impression qu'en fait, il y en a qu'une. Il y en a qu'une. Il y a eu qu'une seule rappeuse en France, c'est Diams. Sauf que Shai n'est pas Diams et que personne ne sera jamais Diams. D'autant plus que c'est pas du tout la même époque. Et je pense que Leïla, tu as quelque chose à dire à ce sujet. C'est le moment du coup de gueule. Là, je commence mon coup de gueule. Et en fait, j'ai l'impression que cette histoire de comparer tout le monde à Diams, c'est ce qui va se passer avec Shai.
J'ai l'impression que dans le futur, tout le monde dira. Genre, ce serait la référence de notre est-ce époque. que toi, tu es inspiré par Shai et tout, et moi, ça commence à me saouler parce qu'on essaie d'en faire la rappeuse, en gros, comme s'il y en avait qu'une seule qui devait marquer son temps, comme avec Diams, en gros, qui est considérée comme la grande rappeuse, celle que personne ne pourra jamais égaler. Et en fait, ça, c'est pour le public, mais j'ai l'impression que c'est vrai aussi pour les médias et pour les professionnels de la musique. Et en fait, chacun pense ce qu'il veut. Donc moi par exemple je considère sa carrière et je trouve qu'elle a fait quelque chose de grandiose, mais peut-être pas Flo, tu vois. De qui, Diams ou Bah oui, non Diams. Mais moi j'aime les deux. Hein. Oui, mais tu peux aimer les deux, mais tu peux aussi, pour des gens, c'est peut-être pas un modèle, tu Après, vois. Pour moi, elles sont juste hyper différentes. Bah c'est oui, bizarre de comparer. Il y a des choses que tu ne peux pas comparer. Tu vas pas demander à chaque nouveau petit rappeur si il se compare à Booba, parce que lui aussi fait vendre, etc. Et d'ailleurs, personne ne compare les nouveaux arrivants à Booba. Ça arrive jamais. Et en fait, ce qui me dérange, c'est que ça écrase toutes les artistes, donc celles qui évoluaient en même temps que Diams et celles qui évolueront dans le futur. Est-ce que du coup vous trouvez pas? Bah non. Bah voilà, merci. Et du coup, c'est relou qu'à chaque fois qu'une artiste hip-hop fasse une interview, qu'on lui demande comment elle se positionne par rapport à Diams, si c'est son modèle, alors que c'est pas une obligation d'être inspirée par les grosses carrières et les succès commerciaux. Et en fait, le pire, c'est qu'on donne du crédit aux rappeuses que si elles sont capables d'atteindre le niveau de Diams, donc jamais. Alors que ce niveau-là, en fait, Diams, elle a passé des années à écrire à quel point ça la rendait malheureuse. Donc ça veut dire qu'en plus de ça, vous écoutez même pas l'artiste que vous mettez au top de tout. Donc, je trouve que c'est à la fois un manque de respect et à la fois trop de respect. Mais du coup, il faut faire quoi? Est-ce qu'on arrête de parler de Diams aux rappeuses dans leur interview? En soi, on peut leur en parler, on peut s'en inspirer, mais en fait, l'utiliser comme exemple à tout bout de champ, c'est pas cohérent. C'est même plutôt un contre-exemple, parce qu'en fait, à l'époque où elle était à son prime, l'industrie musicale, ça avait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui déjà. Et avant de demander pourquoi aucune femme n'a succédé à Diams, faut aussi se demander quel homme a réussi à vendre 1 million d'albums, à enchaîner 80 zéniths, parce que si on retire Maître Gims, Black M ou Soprano, il n'y a pas grand monde. Donc en fait, la carrière de Diams, c'est un exploit, point. Meuf ou pas meuf. Meuf ou pas meuf, c'est vrai. Et j'ai l'impression aussi qu'on attend que les artistes féminines soient excellentes pour les mettre en avant ou les signer. Juste ça. En fait, c'est clairement ça. On laissera un rappeur évoluer et grandir, voire se tromper devant son public, alors que pour une rappeuse, c'est impossible. Faut qu'elle soit directement assez technique, du coup, pour convaincre les puristes, et assez pop pour faire des mélodies entraînantes et convaincre le grand public. Ouais, mais aussi, on dirait qu'il n'y a qu'un seul type de carrière possible, tu vois. Ouais, comme on parlait du succès et des certifs, et en fait, si on n'est pas mainstream, c'est... Tu pèses pas dans la balance, quoi, en fait. Tu pèses pas. Ouais. Et en fait, comme je le disais, l'industrie musicale, elle a changé et c'est plus le but ultime pour chaque artiste que de vendre des millions et de faire des énormes salles. On peut faire de son art à une échelle plus petite et en vivre, surtout grâce à Internet, quoi. C'est clair, mais surtout que, justement, cette échelle, elle peut pas grandir si on part du principe qu'on met pas en avant qu'une seule rappeuse. Et c'est là que les médias entrent en jeu. Parce qu'en gros, s'ils continuent à mettre en avant les mêmes artistes en se basant uniquement sur les chiffres, en fait, ils contribuent à l'invisibilisation des femmes dans le rap. Et c'est même les premiers fautifs, parce que si le public il a une seule référence en termes de rappeuse, c'est parce que c'est eux qui perpétuent le truc avec Diams et qui manquent en fait à leur mission. Parce que, je le rappelle, le métier d'un journaliste musique, c'est de chercher et de découvrir des nouveaux talents. Grave. Et encore plus en sachant qu'un artiste mis en avant dans un média, ça attire les maisons de disques et tout, tu vois. Grave, et c'est quand même quelque chose qui évolue et qui se fait quand même de plus en plus. Ouais, on le fait plus, mais en fait on le fait aussi plus parce que le public le demande et qu'on a aussi peur de se faire taper sur les doigts le jour où on le fait pas. Et en fait le souci c'est que ça pourrait être mieux fait, parce que la preuve, en 2023 on a 1869 invitations de rappeuses et de rappeurs dans des émissions spécialisées et on a seulement 65 qui concernent les femmes, donc 3,6%. Et il y a plein de gens qui se diront mais en fait il n'y a pas assez d'albums de meufs qui sortent. Eh ben non, parce qu'en fait, il y a une estimation qui se base sur la discographie du site Genius, donc entre 2005 et 2018, du sociologue Karim Amou. Et les œuvres de rap créées par des femmes représentent 5% de la production d'ensemble. Donc c'est plus que 3,6%. Donc il vous manque 1% et plus que vous n'avez pas invité, tu vois. Et du coup, c'est bien au-dessus de la part moyenne de rappeuses invitées dans les émissions de rap, comme je disais. Donc oui, des rappeuses, il y en a. On a Lala Ace, on a Meryl, on a Kai de Prodigy, on a Lazuli, on a Skia, on a Ziné. Et franchement, on en a plein d'autres. Vous avez juste à chercher sur Internet.
Je suis saoulée. Et en fait, oui, elles n'ont pas toutes la même résonance que Shai, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas talentueuses ou qu'elles ne sont pas intéressantes, tu vois. Et du coup, vous, est-ce qu'il y a des rappeuses que vous aimez bien et que vous aimeriez bien voir un peu plus cette année, mettre en avant et tout? Mais après, moi aussi, je me demande, Diams, pourquoi on dit qu'elle était toute seule alors qu'il y avait Kenny Arcana? Mais oui, je te jure. C'est bizarre. Mais surtout, moi, je pense qu'on se dit qu'elle était toute seule parce que c'était la seule à avoir certif plus gros concert. Tu vois. Alors que le pire, c'est que Kenny Arcana a des certifs. Ouais. Et j'ai l'impression que tout le monde la cite. Mais dans les médias, beaucoup l'ont oublié. Et sinon, rappeuse aujourd'hui, moi je pense à Luce. Je l'adore. Moi, j'aime bien Cake de Prodigy. Justement, on peut la retrouver avec Lazuli dans le projet annuel de Bouscapé qui s'appelle Les 11 à suivre en 2024. Et justement, c'est un projet qui regroupe les artistes qui, selon eux, vont péter cette année. On revient sur le retour flamboyant de notre Jolie Garce Gang, la chef du Jolie Garce Gang, Shai, qui est revenue ce vendredi dernier avec Pourvu qu'il pleuve, un album dans lequel elle s'affirme en tant que reine du rap game féminin. Alors sa force de caractère à Shai, c'est vraiment ce qui fait sa personnalité et c'est pour ça qu'on la kiffe. Alors en plus de ça, Shai, elle le dit elle-même et d'ailleurs on en a parlé dans le sujet Aya, sacré homme de l'année par GQ. L'industrie musicale, c'est un milieu masculin. Alors je vous laisse même pas imaginer 2 secondes le monde du rap. Du coup, Shai, elle le dit souvent, elle ne se bat pas seulement pour elle, mais pour essayer de faire évoluer les mentalités et la culture. Et pour ça, elle a choisi de revendiquer sa place de femme dans son art. On l'écoute dans Le Code, l'interview menée par Mehdi Maizi. J'ai toujours dit, si je fais de la musique, c'est parce que j'ai besoin qu'une femme puisse être représentée dans ce paysage. Même pas une, j'aimerais qu'on soit plus. Bien sûr. Je le dis, ça fait une dizaine d'années maintenant que je le dis. Mais j'aimerais bien pouvoir ouvrir ces portes-là. Et je pense qu'en existant, c'est ce que je fais. Donc, c'est ce qu'il y a de plus gratifiant dans mon métier et dans le concept même d'une Shai aujourd'hui, c'est de pouvoir se dire, elle permet à des femmes, à une voix de femmes d'exister, de pouvoir assumer notre féminité, assumer le fait d'être sexy, assumer le fait d'avoir des propos qui peuvent déranger dans une société où on estime que les femmes, elles n'ont rien à faire dans le rap, tout simplement. Ce que Shai, elle ne supporte pas par-dessus tout, c'est vraiment l'image de la femme dans la société. Vous savez, le fameux diktat dont on a parlé tout à l'heure, justement, qui impose à une femme de se marier, d'avoir des enfants, de tenir un foyer, parce que sinon, si tu le fais pas, t'as en quelque sorte raté ta vie et ta vocation de femme. Alors, est-ce que le fait de défendre cette cause fait d'elle une rappeuse féministe? Ça, c'est vraiment la question du jour qui revient souvent quand on parle de rap féminin. Et j'en ai discuté personnellement avec Benjamin Veil. Elle est philosophe de formation, elle travaille dans le social. Elle est aussi autrice du livre « À qui profite le sale ». Elle s'intéresse notamment à la place des femmes dans le rap et on écoute son avis sur la question. Salut So Spencer, c'est Benjamin. Alors, comme tu le sais, moi je travaille un peu sur les questions de sexisme et notamment dans le rap, mais pas que, et puis comment le sexisme s'articule avec le racisme surtout. Et c'est vrai que quand je vois qu'on essaye de nous faire dire que Shai est forcément féministe, moi ça me pose question à plein d'endroits. Parce que déjà, ça n'a rien à voir avec le féminisme. C'est pas parce que tu es une femme dans une industrie masculine que tu es forcément féministe. En plus, ça voudrait dire qu'on parle à sa place. Et or, le féminisme, c'est quand même ne pas parler à la place des concernés. Et en plus, le féminisme, c'est combattre un système. Et donc, c'est pas simplement par rapport à soi-même, mais c'est surtout par rapport aux autres. Et donc, il y a un enjeu qui dépasse la simple situation individuelle. Donc, dire de Shai qu'elle est forcément féministe, c'est déjà pas très respectueux ni de Shai, ni du féminisme, finalement. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. En tout cas, parler à sa place, c'est ça le problème. Et c'est vrai, d'ailleurs, sur la question de son féminisme, Shai a beaucoup été critiquée, notamment sur son choix de collaborer avec Niska sur les titres Liquide et Sans cœur. Pour rappel, j'explique déjà, Niska, il a été accusé de violence conjugale à l'époque sur Aya Nakamura, avec qui il sortait il y a quelques années. Donc sur Twitter, enfin sur X aujourd'hui, elle a ramassé... Jusqu'à la fin de l'année, on va devoir préciser. Ouais, parce que je pense pas que ça soit rentré dans la tête des gens. Donc sur X, l'ancien Twitter, on l'a aussi accusé de faire du féminisme washing pour servir son image marketing. En gros, elle ne serait pas si féministe que ça, puisqu'elle donne pas la force aux autres femmes, aux autres rappeuses. Flo, toi, t'en penses quoi de tout ça? Déjà, on l'a présentée comme la protégée de Booba à l'époque, et ça fait longtemps qu'elle porte ses couilles sans caleçon, comme elle dit, et sans garçon maintenant, dans un milieu archi masculin. Shai, c'est clairement la schtroumpfette du rap, et elle est un peu victime de son syndrome d'ailleurs. C'est intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, le syndrome de la schtroumpfette, c'est un concept qui a été
popularisé par l'essayiste Keta Politi. Ouais, yes, en 1991. Et en fait, ce concept, il met en lumière un problème persistant dans l'industrie du divertissement. À l'origine, dans les films d'animation pour enfants, mais ça marche partout, en fait. C'est pas rigolo. Quoi qu'il en soit, il révèle la sous-représentation des femmes qui sont souvent cantonnées à un seul rôle stéréotypé. Donc, dans la BD de Peyo, la Schtroumpfette, elle est toute seule et c'est juste une femme jolie, pendant qu'on a des hommes avec des compétences, donc le Schtroumpf gourmand, le Schtroumpf poète, etc. Et dans l'industrie du rap, c'est pareil. On a Shai, qui est apparemment toute seule. C'est faux. C'est juste une jolie garce. C'est faux. Pendant qu'on a des hommes avec des compétences, et c'est aussi parfois faux. D'ailleurs, la Schtroumpfette, elle a été conçue par Gargamel pour semer la zizanie, et c'est tellement Shai dans Nouvelle École, non? Genre, en vrai. De ouf. Elle faisait que des problèmes. C'était trop bizarre. Bref, d'autant plus que dans le programme, ils voulaient absolument une femme comme un prétexte. Et ça, c'est dérangeant parce que résultat, ça donne une illusion d'ouverture qui invisibilise toutes les autres. Et c'est sûrement pesant pour les autres et pour elle-même, puisque du coup, son traitement médiatique est assez moche. Les questions qu'on lui pose tournent toujours autour de son genre. Alors, ça fait quoi d'être une femme dans le rap? Ou bien sûr, t'es féministe. Je vous balance un extrait de sa réponse chez Click. Il faut qu'on arrête de poser la question aux gens, est-ce que vous êtes féministe, est-ce que vous n'êtes pas féministe? Moi, je me considère comme féministe, mais j'aime pas qu'on me pose la question de est-ce que je suis féministe ou est-ce que je suis pas féministe, parce que c'est pas normal. Pour moi, tu peux pas être féministe. Et je trouve qu'on devrait condamner les gens qui osent dire qu'ils ne sont pas féministes. Parce que être féministe, c'est juste pour l'égalité homme-femme. Selon moi, hein. Comme je suis pour l'égalité noir, blanc, hétéro, homo, peu importe. C'est l'égalité. Et on devrait inventer un mot comme raciste, mais par rapport à ça. Genriste. Genriste. Sale genriste. T'as pas honte? Tu vois ou pas? Et après, ce qui est lunaire quand une femme se dit féministe, c'est qu'ensuite, elle est scrutée de A à Z et n'a plus le droit d'avoir des contradictions, plus droit à l'erreur. Alors, certains jugent son féminisme imparfait, comme quand tu le disais, elle fit avec Niska, alors qu'une Ronisia qui vient de le faire, on la laisse tranquille. D'autres jugent son féminisme stratégique ou même regrettable. Vous en pensez quoi? Bah, tu vois, là, tu l'as dit, Ronisia, elle a fité avec Niska, personne n'a rien dit. Parce que, mais parce que Ronisia, elle a une image lisse. Très lisse. Et du coup, c'est la jeune que tout le monde trouve fraîche et puis en même temps elle parle pas de ses convictions. Ça vous importe qu'elle le soit ou pas finalement? Pas du tout, moi j'écoute sa musique, j'en ai strictement rien à foutre. Clairement. Moi je trouve j'aurais un problème avec le fait qu'elle le soit pas, tu vois, et qu'elle dise moi je suis pas féministe, j'ai pas envie qu'on soit égal, mais là tu me dis rien, je m'en fiche. C'est ça. Même, moi je trouve ça trop bizarre de vraiment tout scruter, de se dire comme si même la plus grande des féministes était genre parfaite, elle faisait jamais. De toute façon, à partir du moment où tu incarnes une chose, tu te dois de représenter ça, tu te dois de véhiculer tel message, tu te dois de... Ça y est. Et puis les mecs, on leur demande... Enfin, tu vois, c'est comme si on leur demandait s'ils étaient masculinistes aussi, tu vois. Genre, est-ce que toi aussi t'es pour le fait que les hommes soient au-dessus de tout? Est-ce que pour toi, la femme est à la cuisine ou pas? Oui, tu vois. Même tu peux t'auto-proclamer ça et faire des actions trop bizarres comme l'inverse. Ouais, et puis même chacun a son interprétation du truc. Exactement. Et à mes yeux, du coup, on s'en fout, ça regarde qu'elle. Et c'est juste qu'en France, on aime vraiment beaucoup les étiquettes. Être rappeuse, c'est forcément être féministe, alors que non, une femme peut rapper sans avoir un discours féministe. Et souvent, cette interprétation vient des observateurs, donc vraiment ceux qui sont de l'autre côté, et de ce qu'ils considèrent comme féministe ou pas. Et en réalité, ça dénote d'une misogynie dans l'écoute chez eux, puisque ça voudrait dire qu'ils auraient toujours un petit problème avec les femmes qui s'affirment sur quelque chose de viril. Ce serait forcément le signe d'une revendication malgré elles, dans le sens où ce qu'elles racontent, par exemple parler de sexe comme Shai, ou ce qu'elle représente, une bad bitch, ça l'est. Mais bon, c'est une artiste avant tout. Point. Exactement. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec son impertinence, son audace, elle fait un peu du féminisme. Mais de dingue, parce qu'elle est inspirante, tu vois. Je pense qu'elle inspire beaucoup de femmes, et surtout avec sa figure de la jolie garce. C'est en partie grâce à cette philosophie qu'elle a réussi à se hisser au top et passer de l'ego trip. Elle l'expliquait chez Quotidien il y a quelques mois pourquoi elle s'était réapproprié le terme de garce à la base. Il est venu, c'est un peu dans tout ce que vous avez dit plus tôt, c'est un constat que j'ai fait très tôt dans ma carrière, que quand tu es une femme qui sait ce qu'elle veut, qui a des ambitions et qui t'impose, tu as tendance à te déranger, je pense. Et donc, j'ai été victime de beaucoup d'insultes, juste par le simple fait que j'avais envie d'exister, que j'avais envie d'exprimer certaines choses. Et je me suis dit que j'avais envie de tourner ces insultes en quelque chose de positif.
Du coup, en gros, l'ambition, c'est de rendre cool un terme qui l'est pas et utiliser sa sensualité comme une force. Pendant mes recherches, j'ai pu voir que Shai racontait dans différentes interviews qu'elle faisait de la musique pour les filles qui veulent s'en sortir et essayer de faire évoluer les mentalités. Je cite « Je ne quitterai pas ce monde tant que ce ne sera pas normal qu'une femme fasse du rap et aussi qu'elle puisse être sexy quand ça lui chante. » Et si aux US, il y a pas mal de rappeuses qui revendiquent le terme « bitch » depuis plusieurs décennies, là on a Nicki Minaj, Doja Cat, Cardi B et tout, en France, ça peine encore à plaire au public. Du coup, elle risque de prendre sa retraite très tard si elle ne peut pas partir avant. Mais c'est quoi votre avis sur la réception du public francophone, du coup, sur son côté un peu bad bitch? Toujours pareil, ils sont tellement has-been, ils sont pas prêts, c'est pas culturel. Ouais, moi je pense que c'est... Tu vois, par exemple, les rappeuses américaines, elles ont ce truc très de... Je suis sortie du strip club, j'ai un passé de stripteaseuse, enfin pas toutes, tu vois, mais c'est très mis en avant parce qu'il y a une culture du strip club aussi là-bas, alors qu'en fait, ici, ça l'est pas du tout. Bien sûr. Ouais, la vulgarité, c'est hyper mal vu. Oui, et c'est forcément vu comme quelque chose de négatif, alors que là-bas, c'est juste t'es comme t'es. Et si tu veux marketer sur le fait que tu sois une ratchette, bah fais-le, et limite c'est ce qui fera encore plus vendre parce que on veut voir une meuf qui est naturelle et qui est comme dans sa vraie vie. Mais je pense que même ça peut choquer les femmes parce que moi j'ai vu un rapport qui est sorti il y a pas longtemps où 60% des femmes disent qu'elles préfèrent rester discrètes pour plaire à ce que la société attend d'elles. Et je me dis ça 60% dénote de tout, énorme. Tu vois. Ouais, ça veut dire qu'en fait même je pense qu'il y a des meufs qui regardent un clip de Shai et qui se disent mais bien sûr. Et il y en a peut-être qui se disent mais putain, mais si j'avais les couilles de mais tu bien vois. sûr, j'aimerais bien être comme elle et tout. En tout cas, hein, en France, aujourd'hui, il y a pas mal de rappeuses qui assument leur côté sexy et leur féminité, n'en déplaise à certains, malgré les mœurs françaises. Je pense notamment à Davinor, à Chila, à Lazuli et plein d'autres encore. Ce sont des bad gals. Voilà, c'est des bad gals qui s'assument. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette deuxième partie d'émission. Hein. On redit bonjour à ceux qui nous écoutent depuis le début, vous êtes des vrais, ça bouge pas, vous êtes toujours dans la pluie et le beau temps. L'hebdo qui décrypte toute l'actu, culture et société. Alors pour cette deuxième partie d'émission, on a choisi de parler de l'école. Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ah là, Charlemagne, qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi aujourd'hui on va parler de l'école? Eh bien tout simplement parce qu'avec Flo et Leïla, on a souhaité revenir sur la polémique sur les propos d'Amélie Oudéa-Castéra, qui est juste la ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports depuis le jeudi. Tout ça. Comment on peut faire avant les JO? Et depuis juste le 11 janvier dernier. Donc c'était juste tout. Jeudi dernier. Alors, ce qui s'est passé en gros pour vous expliquer, c'est que le vendredi 12 janvier, le journal Mediapart a révélé que ses enfants sont scolarisés au collège-lycée Stanislas. Bon, jusque-là, ok, pas de souci, tranquille. Sauf qu'en fait, cet établissement privé catholique est accusé de promouvoir une vision sexiste, homophobe et autoritaire de la société. Du coup, après cette parution, elle s'est défendue, mais ses propos n'ont pas été bien reçus. On l'écoute tout de suite. Notre aîné, Vincent qui a commencé comme sa maman à l'école publique, à l'école littrée. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre. Comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix, d'aller chercher une solution différente. On habitait rue Stanislas. Scolariser nos enfants à Stanislas était un choix de proximité. Et depuis, de manière continue, nous nous assurons que nos enfants sont non seulement bien formés, avec de l'exigence dans la maîtrise des savoirs fondamentaux, et qui sont heureux, qui sont épanouis, qui ont des amis, qui sont bien, qui se sentent en sécurité, en confiance. En confiance, bien, notre en aîné. Sécurité, Vincent. Alors directement, forcément, on a eu droit à des réactions puisque ces propos ont été vus comme une attaque à l'école publique. Et pire même, mardi dernier, le 16 janvier, elle s'est rendue à l'école littrée où était scolarisé son fils. Et elle a remarqué Vincent. qu'ils avaient des baskets. Des baskets. Vous portez des baskets? Des baskets. Wow. Vous faisiez du sport avant? Du sport. Et du coup, en allant à cette école, elle a été huée et elle a été sifflée à son arrivée. Hein. L'école littrée, ça se trouve dans le centre de Paris. Je pense qu'elle ne s'attendait pas à cet accueil. Elle a été également accueillie par une manifestation pour la défense de l'école publique. On écoute tout de suite des manifestantes. On entend bien que l'école publique, c'est l'école pour ceux qui peuvent pas faire autrement. Et quand on peut faire autrement, on va dans une bonne école comme Stanislas. Mais ça, c'est pas entendable en fait. Mentir éhontément et en citant en plus le nom de l'école, etc., c'est inadmissible en fait. Donc si les gens qui sont en responsabilité de l'école publique tiennent ces propos, on veut pas travailler avec eux.
C'est donc ce même jour qu'elle a dû présenter ses excuses. J'ai pu revenir sur ces excuses que je leur devais de les avoir blessés. J'ai pu aussi réévoquer le fait que je regrettais de les avoir cités nommément. Un brouhaha, t'as peur. Dans le fond. Un brouhaha, mais c'est une catastrophe. Mais elle fait exprès de chuchoter. Je sais pas. Ah là, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ASMR. Cette polémique, elle intervient quelques jours après le remaniement. Donc c'est très très tôt. C'est un peu tôt. C'est un peu tôt, Amélie. On parle pas d'autre chose comme ça. C'est un peu tôt. Non, Amélie, c'est un peu tôt. Du coup, les Français, ils attendent des changements de la part de ce nouveau gouvernement. D'autant plus qu'on se souvient ô combien l'éducation a été un gros point du programme de rentrée scolaire 2023-2024. On en a parlé au début de l'année sur la Maya, etc. On a parlé de tout ça. Exactement. Alors, ces propos sont extrêmement maladroits et je pense que Leïla, t'es d'accord avec moi. Maladroit, oui, et complètement lunaire en fait. Donc, une ministre de l'Éducation justifie sa fuite vers le privé par le mauvais état de l'institution publique dont elle est chargée, tout en dénigrant ses fonctionnaires et leur travail. Alors qu'il ne faut pas oublier qu'elle est aux commandes d'une des institutions sociales centrales de l'État. Et en fait, moi, je me demande si on accepterait qu'un ministre de l'Intérieur fasse la même chose et méprise les policiers ou un ministre de la Santé avec le personnel hospitalier. Et vous, est-ce qu'au fond, ça vous choque qu'un ministre préfère mettre ses enfants dans une école privée catholique ? Non, ça me choque pas. En vrai, tu fais ce que tu veux avec tes enfants, tu vois. Et puis même, ils ont tous le même parcours finalement. Oui. Enfin, les élites, on sait d'où ils viennent. Bien sûr. C'est pas choquant. Non, c'est pas choquant du tout. Par contre, c'est les propos après qui le sont sur l'école publique. En fait, pour moi, c'est ça le problème. C'est pas d'inscrire ses enfants en privé. Comme tu as dit, on fait ce qu'on veut et c'est aux parents de choisir où ils inscrivent leurs enfants. Et chacun ses convictions, en fait. Bien sûr. Même si moi, je trouve que l'école publique, c'est l'école qui garantit une éducation laïque et gratuite à tous les enfants, peu importe leur origine sociale. Et en fait, je trouve qu'elle est maltraitée par les décisions politiques qui détruisent le service public depuis des années. Et en fait, le problème dans cette affaire, le problème central, c'est le bashing anti-prof et anti-école publique, tout simplement. Mais grave. Et c'est la surtout déconnexion. La déconnexion, mais totale. Et c'est surtout aussi que ça alimente les clichés, voire le mensonge sur l'école publique et les enseignants. Ouais, et en fait, ça empêche de s'occuper des vrais problèmes de l'école, comme la mixité sociale, l'inclusion et l'attractivité du métier d'enseignant. Et c'est un cercle vicieux parce que vu que les enseignants sont mal payés, de moins en moins de personnes veulent faire ce métier, donc des postes sont supprimés, donc les capacités des classes s'élargissent. Et en fait, cette accumulation, elle participe à la perte d'attractivité impressionnante du métier de prof, surtout au cours de ces dernières années. Et entre 2016 et 2020, le nombre d'inscrits au CAPES, donc le concours de prof, il est en baisse de 15%, en passant de 36 613 à 30 921. Waouh! En 4 ans, c'est beaucoup, je trouve. C'est même énorme, surtout qu'en plus de ça, les conditions de travail se durcissent alors que les salaires n'augmentent pas. Lol. Ouais, et c'est ça, par exemple, dans les années 70, un enseignant, il commençait sa carrière avec 2,5 fois le SMIC. Et en fait, aujourd'hui, il est à 1,1 du SMIC, donc c'est pas une plus-value énorme. Et ça fait des années que les enseignants, ils alertent sur leur précarisation, le mépris des institutions, leurs conditions de travail et les différentes réformes, sachant que la crise du Covid, elle est venue tout aggraver. Et en fait, le Covid, ça a été la goutte de trop. Et la réponse que donnent souvent les politiques, c'est qu'ils sont quand même privilégiés et que ils sont bons qu'à faire la grève, en gros. Très français, ça. Donc voilà, et même l'image du métier de prof, je trouve qu'elle s'est dégradée dans l'imaginaire collectif. Maintenant, c'est t'as des vacances à tout va. Exactement. Alors qu'avant, c'était considéré comme un métier très noble, le métier de celui qui s'engage pour transmettre son savoir aux plus jeunes et pour façonner, Après, dans ma tête, c'est encore ça, moi. Dans ma tête à moi aussi. Mais j'ai l'impression que dans le collectif, dans l'imaginaire collectif, clairement. Et avec toutes les grèves aussi et toutes les revendications qu'ils font assez régulièrement, mais parce que rien ne s'arrange, dans la tête des gens, c'est plus ça, quoi. Ouais, et c'est aussi les raisons pour lesquelles les syndicats et la communauté éducative ont toujours finalement l'impression de se battre contre le gouvernement. Eux, ils luttent pour avoir des conditions de travail décentes et surtout relever le niveau des élèves qui devient plus bas chaque année. Ouais, et en fait, l'accumulation des conditions de travail, plus les salaires, plus le niveau des élèves au plus mal et les récents propos d'Amélie Oudéa-Castéra, c'est la goutte de trop pour les syndicats. Et même si elle a présenté des excuses furtives et très, très basses et très, très bruyantes. En fait, j'ai l'impression que cette polémique, elle n'est pas prête de s'arrêter. Enfin, je pense que ça lui collera à la peau jusqu'à ce qu'elle démissionne. Si elle veut le faire. Hein. Ouais, ça va lui coller à la peau un peu comme Elisabeth Borne et le 49.3 ou la PUF. La PUF. En tout cas, moi, je suis d'accord avec toi, Leïla, sur le fait que ça va lui coller à la peau. Et en parlant de démission, écoute ce que Rodrigo Arenas, le député de la France Insoumise, lui a dit le 16 janvier dernier à l'Assemblée nationale. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Enseignement privé. J'ai bataillé durant des années, relève du mérite de l'argent ou du mérite du talent. Je vous le dis, vous ne méritez plus d'être la ministre de l'Éducation nationale.
Car, si l'on en croit ce que disait Voltaire, la politique, c'est l'art de mentir à propos. Manifestement, vous avez manqué d'à propos. Donc ma question, Madame la ministre de l'Enseignement privé, est simple. Quand allez-vous clore ce chapitre ? Quand démissionnerez-vous ? Rodrigo Arenas, député de la France Insoumise, est allé encore plus loin puisqu'il a décidé de saisir le recteur de l'Académie de Paris pour vérifier les propos dénigrants de la ministre de l'Éducation à propos de l'école littrée, du coup où était scolarisé. Et on le rappelle qu'il est dans le 6e. Ouais. Un quartier bien privilégié, ça va. En plus, il y a pire. En plus, donc ouais, il a décidé de saisir le rectorat. Ouais, et bah apparemment non, il y a une ancienne prof de littré du coup, de l'école Vincent publique. du coup. Qui était donc à l'école littrée, qui raconte qui a témoigné dans l'IB et qui a dit que les raisons étaient complètement fausses et que c'était plus pour une histoire de sauter une classe qu'elle avait retiré son fils de l'école. Waouh. Ça va tellement lui coller à la peau. Mais tellement, c'est pas prêt de s'arrêter. Les raisons sont fausses en fait. Clairement. 20h13 sur Move, la pluie et le beau temps, c'est l'hebdo qui décrypte toute l'actu culture et société sans tabou. On est revenu sur la polémique suscitée par la ministre de l'Éducation Amélie Oudéa-Castéra qui a fait sous-entendre que ses enfants se portent mieux en étant scolarisés dans le privé plutôt que dans le public. Alors pour info, ils sont à Stanislas, c'est un collège-lycée catho du très chic 6e arrondissement de Paris. Sauf que surprise, la presse a fait quelques déclarations pas très glorieuses au sujet de cet établissement. La première, bien sûr, c'est la révélation d'une enquête du parquet pour injures sexistes et homophobes pendant des cours de catéchisme apparemment rendus obligatoires. Un ex-intervenant y aurait tenu des propos homophobes et sexistes en parlant notamment de l'interdiction d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Il aurait dit que la sodomie apporte le sida ou encore que l'homosexualité est un péché. D'ailleurs, je vous propose d'écouter Ondine, une ancienne élève de l'école Stanislas. J'étais catholique avant, j'étais quand même plutôt agnostique, je dirais. Mais le moment où je suis devenue athée, c'était vraiment à Stan parce qu'en fait, je me suis dit, si c'est ça la religion et si c'est ça Dieu, je veux pas ça. Si Dieu il dit des trucs aussi horribles, j'ai certainement pas envie de lui rendre hommage. On pouvait lire dans nos livres des choses comme il ne faut pas aider la victime d'un viol en la faisant avorter de son enfant ou en l'aidant à avorter de son enfant. Beaucoup de propos sexistes, anti-IVG, homophobes. Et la dimension aussi hyper humiliante parfois, parce que du coup c'est un établissement qui est très élitiste mais qui est vraiment pas du tout sympa avec les élèves qui sont pas dans les têtes de classe. Waouh, c'est chaud. Dans le 6e, on n'est pas en 2023, enfin 2024. Ouais. Et vous savez, parce que là, l'extrait, il aurait été encore plus long, mais à la suite, elle dit qu'elle est issue elle est née de deux parents qui n'étaient pas mariés. Ouais. Et du coup, dans son école, il lui disait qu'elle était le fruit d'un péché. Carrément, genre, et qu'elle pouvait aller en enfer. Vous pouvez retrouver son témoignage. Tu m'étonnes qu'elle croit plus en rien. C'est chaud. Non mais la go est devenue athée, quoi, carrément. Genre, elle a dit, moi c'est mort à la religion. Non, j'avoue, c'est chaud. Après elle a tout coupé. Après ça, on a aussi découvert ce dimanche de 21 janvier que l'établissement scolaire a été rappelé à l'ordre par le ministère de l'Enseignement supérieur sur un contournement des règles de Parcoursup. En gros, Mediapart, alors ils ont tout foutu en l'air. Ils ont sorti. Mais moi, je suis désolée, je suis ministre. On me propose d'être ministre, je dis non. De ouf. Il y a Mediapart. Ils vont retrouver des trucs que j'ai fait en CM2 là, que mes parents ils sont pas au courant. Dans un strip club à Atlanta en train de jeter des billets. Du coup, Mediapart, ils sont chauds et ils ont sorti un rapport cette semaine dans lequel on apprend quand même que certains élèves sont incités à renoncer à leur autre vœu dans Parcoursup en l'échange de la garantie d'être admis en classe prépa aux grandes écoles. Ouais. Et compagnie, et attendez, j'ai mieux. Apparemment, le fils aîné, donc Vincent, de la ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, serait dans la liste. Faut qu'elle parte. Je vous jure, faut qu'elle parte. Donc, ça fait beaucoup, je pense, là, elle pour a trop Stanislas. De Alors, au-delà de Stanislas, de cette école, c'est quand même toute l'école privée qui est mise au centre de la controverse. On accuse souvent ces établissements de favoriser l'entre-soi et la reproduction sociale, ce qui est totalement vrai. Flo, est-ce que c'est légitime de taper sur l'école privée ? Ah là, c'est un cas d'école. Cette enquête, du coup, Mediapart a totalement relancé le débat sur le financement des écoles privées en France et leur contrôle, mais aussi le vieux débat école publique versus sacro-sainte école privée. Et même si ça part d'un truc bidon, c'est intéressant de mettre le doigt dessus, alors allons-y gaiement. Let's go. Déjà, il faut savoir qu'en France, l'école privée, ça concerne plus de 2 millions d'élèves. Autrement dit, on peut le chiffrer autour de 18% des effectifs.
L'école privée, c'est 7500 établissements à 96% catholiques, dont le régime dépend de la loi Debré de 1959 qui établit un certain nombre d'engagements, comme la conformité au programme du ministère de l'Éducation nationale ou encore l'absence de discrimination envers les élèves. Et en contrepartie, l'État rémunère les enseignants et les collectivités publiques financent le fonctionnement. Résultat, elles n'ont rien de privé, à part leur nom, puisqu'elles disposent d'un large financement public à 75%, ce qui constitue une enveloppe de 8 milliards d'euros. Waouh! Et malgré Ils font des activités de fou. Ils font des sorties et tout. Ils vont au Louvre. Et du coup, malgré ce financement, elles ont aussi une liberté dans leur organisation. Donc contrairement à ce que dit Macron, il n'y a pas 2 écoles avec les mêmes droits et devoirs. Dans l'école privée, les contrôles sont quasi inexistants. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes dans un rapport en juin dernier. Ils ont écrit « Le contrôle financier des établissements privés sous contrat n'est pas mis en œuvre. Le contrôle pédagogique est exercé de manière minimaliste. Le contrôle administratif n'est mobilisé que ponctuellement lorsqu'un problème est signalé. » Du coup, ce qui ouvre la voie à des dérives. Bonjour l'école Stanislas, entre autres. Oui, et justement, contrairement au public, ces fameux établissements peuvent inscrire les élèves de leur choix. Faut pas croire que tout le monde en fait a le choix d'aller dans le privé. Ils sélectionnent ses élèves et derrière on constate une absence de mixité sociale. Et en soi, la part de l'enseignement privé est assez stable depuis 1995, mais la part issue des élèves très favorisés a considérablement augmenté. On était à 30% au début des années 2000 et là on va vers 45%. Résultat, ce choix, c'est plus une histoire de valeurs philosophiques ou religieuses, mais une volonté en fait vraiment d'entre-soi. Mais bien sûr, et on le sait, les élites n'aiment pas trop se mélanger. Ah bah non. Et visiblement, le gouvernement en fait partie. C'est pas indispensable de savoir où nos élites politiques inscrivent leurs enfants ou même où ils ont étudié, mais ça pose des questions quand même, parce qu'en fait, ça montre qu'ils sont loin du système public et qu'ils considèrent en quelque sorte que c'est pas assez bien pour eux, même dans les quartiers privilégiés. Et le fait de ne pas être bénéficiaire du système dont tu as toi-même la charge, c'est sous-entendre que lorsqu'on est bourgeois, en fait, on s'en moque que le service public se dégrade, puisque nous, on peut se payer des écoles privées. Sachant qu'en plus, c'est complètement faux, cet argument de l'excellence. Les élèves du privé ont de meilleurs résultats, mais on peut pas dire que c'est un meilleur enseignement. D'une part parce qu'on sait qu'ils sélectionnent leurs élèves et que ça se fait aussi sur la base du niveau, mais d'autre part, surtout parce que le niveau scolaire est corrélé forcément à l'origine sociale, sauf qu'à niveau social égal, le privé a de moins bons résultats en fait que le public. Et encore une fois, ce qui est recherché, c'est ce réseau très particulier qui assure une belle reproduction sociale. Après, l'idée, c'est pas de juger moralement le choix des parents, d'autant plus que l'enseignement privé, il a plein de visages, donc finalement... on ne veut pas non plus faire toute une histoire, mais c'est de mettre en avant aussi le phénomène de marché scolaire, où en fait l'enfant maintenant est vu comme un projet. Projet Mbappé. Oui, c'est ça. Et est-ce que pour vous c'est normal du coup en tant que parent de choisir un établissement par stratégie, on va dire En fait, j'ai l'impression que déjà ça c'est même fait dans le public, tu vois. Il y a plein de trucs entre par exemple si t'as un 14 dans ce lycée ou un bac de ce lycée, il vaut pas un bac admettons d'un lycée à Bobigny ne vaudra pas un bac de Henri IV à Paris, tu vois. Et même parfois, ils peuvent être super proches, mais c'est pas la même réputation d'un lycée à un autre. Oui, voilà. Et ça, je trouve que c'est tellement dangereux, déjà de une. Et même le fait que, comme tu disais, que le fait que tu vois ton enfant comme un projet, ça veut dire que c'est un bébé et tu lui imagines déjà une carrière. Des longues ambitions. Alors que ça se trouve, ton enfant, il va vouloir arrêter l'école à 16 ans pour être peintre ou aller faire une formation de je sais pas quoi. Moi, je les comprends, ces parents, tu vois, mais je me dis aussi juste que c'est tellement triste que maintenant, les écoles soient en concurrence. Alors qu'en soi, on n'a pas tous les mêmes moyens et on est censé quand même avoir tous le même apprentissage à la base. Désolée, mais je vais faire le contre-avis parce que je comprends. Mon Dieu, s'inscrire à des enfants à Stanislas. J'arrête la vie, ça va pas ou quoi? Non, mais en gros, je comprends qu'on veuille le meilleur pour nos enfants, tu vois. Mais en vrai, bien que je suis absolument pas complexée d'être allée en public, au contraire, pas du tout, j'ai kiffé. Mais si je peux mettre mes enfants dans une école privée, je m'explique, je le ferai pour qu'ils apprennent les langues. C'est-à-dire que j'aimerais mettre mes enfants dans une école internationale pour qu'ils apprennent les langues et qu'ils soient bilingues. Voilà. Après je pense qu'il n'y a pas...
thématique d'école, tu vois. Oui, voilà, moi ce serait que ça, tu vois. Il y a des gens qui choisissent l'école privée parce qu'il y a l'enseignement Montessori, par exemple. Voilà, et que exactement. Dans le service public, c'est quelque chose qui n'a pas été super qui développé. Qui n'existe pas, tu vois. Mais c'est dommage que ça se développe pas par ailleurs, voilà. tu mais vois. moi, je trouve que la question qui se pose, c'est ok, bah pourquoi on n'apprend pas plus les langues à l'école ou plus tôt Voilà, parce que du coup, ça nous incite à aller dans le privé, alors que c'est pas forcément, personnellement, c'est pas forcément un truc où je me suis dit, mon gosse, ça sera Mbappé, il va arrêter, tu vois. Mais je voudrais que mon enfant parle anglais parce que oui, ça, à l'international, c'est utile, en fait, tu vois. Le truc, c'est que t'auras que des enfants privilégiés. Après, avec tes enfants, tu encore vois. une fois, il y aura pas une grande mixité sociale. Il y aura ce truc de l'élitisme, et là, pour moi, c'est là où l'éducation à la maison entre en jeu, parce que pour moi, l'éducation des valeurs, ça reste la clé. Ok, tu peux mettre ton gosse dans une école avec des grosses têtes, entre guillemets, mais il faut jamais qu'il oublie d'où il vient, tu vois. Il faut toujours lui rappeler que attention, prends pas trop la grosse tête parce que t'es dans une école privée. Prends pas la confiance. Prends pas la conf. T'es Mbappé, mais reste tranquille, tu vois. Reste le petit de Bondy, tu vois. Voilà, en tout cas, ça, c'est mon avis. 20h28, bienvenue dans la dernière partie de La pluie et le beau temps, l'hebdo qui décrypte toute l'actu culture et société. Vous savez pourquoi les filles rigolent ? Parce que derrière, il y a l'instru de Les rois du monde. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. C'est horrible pour eux. Elles s'attendaient tellement pas à ça. Et justement, pourquoi Les rois du monde ? Et pas parce qu'on va parler d'un sujet assez sympa, les comédies musicales. Ça vous parle ? Ouais. J'adore, moi je suis trop fan. De ouf. Alors Notre-Dame de Paris, Starmania, Molière, bref, tout ça depuis la fin de l'année 2023, la nostalgie remet les comédies musicales à la mode et on assiste à leur grand retour. Au niveau de l'actu, après Le Roi Soleil et Mozart, le célèbre producteur Davatia revient avec sa 9e grande production musicale et c'est Molière, le spectacle musical urbain. Et c'est un projet qui est réfléchi quand même depuis 2005. On l'écoute sur le plateau de C'est à vous au sujet de sa grande carrière dans le milieu. Il a d'ailleurs produit, vous savez, l'inoubliable spectacle Les 10 Commandements. C'était 3 comédies musicales en 9 mois, c'est rien du tout. Parce qu'il y avait 3 comédies, apparemment, à ce moment, à l'affiche. Je ne sais pas quelles étaient les 2 autres. C'était Roméo et Juliette et Alibaba. Et tout le monde disait, c'est énorme. C'est trop. Je disais, à Broadway, il y en a 30, 40. Ouais. Et il n'y a pas la culture encore de la comédie musicale en France. Et d'ailleurs, toujours pas. Hein. Oui. Ah oui. Toujours pas, sauf que ça a marché. Et puis, alors, c'est mon premier bébé, alors on était surpris. Hein. Tous les soirs, je me disais, mais c'est plein. Mais c'était fou, hein. C'était fou. Mais d'où ils viennent tous ces gens, c'est pas possible. Et tous les soirs. Mais repartez. C'est vrai qu'à l'époque, au début des années 2000, c'était un succès, malgré que c'était assez nouveau en France. Il le dit lui-même dans l'extrait, en France, les gens s'étonnaient, alors qu'à Broadway, il y en a plein, il y en avait plein à l'époque. Et d'ailleurs, pour vous expliquer un peu l'histoire de la comédie musicale, c'est un genre bien particulier qui est né au tout début du XXe siècle. D'ailleurs, si un jour vous allez à New York, vraiment, je vous conseille de passer par The Great Right Way, qui est la grande allée illuminée où tous les théâtres de comédie musicale sont. C'est magnifique, hein. Franchement, je l'ai fait, c'est incroyable. Et c'est le tronçon entre Times Square et Central Park. Et on peut pas louper ça, en fait, si on est un grand amateur de spectacles musicaux. Alors, selon vous, quelle est la comédie musicale américaine la plus célèbre ? Cats. Moi, je pense Cats ? Non, ou ça truc va pas là, marcher, ça. West Side Story. Mais moi, je m'y connais pas, sinon j'aurais dit Horror Picture Show. Ah, Rocky Horror Picture. Ouais. C'est trop bien, ça. Et pour toi, c'est quoi ? Pour moi, c'est West Side Story, mais mon cœur dit Moulin Rouge. C'était bien ça. C'est West Side Story et non pas Moulin Rouge, même si effectivement ça aurait pu. En fait, West Side Story, ça a été créé à Broadway le 26 septembre 1957 au Winter Garden Theatre. Et à cette époque, c'est un succès parce que West Side Story est directement inspiré de Roméo et Juliette. En gros, c'est une histoire d'amour impossible avec deux personnes qui sont issues de différentes classes, etc. Et à l'époque, c'était une adaptation moderne qui mettait en avant des guerres de gangs et surtout les problématiques raciales aux États-Unis. Et à partir de 1957, on a eu 732 représentations qui ont été programmées avant de partir pour une grande tournée mondiale. Et en gros, tous les éléments à cette époque sont réunis pour plaire au public. On a la danse, on a le chant, on a l'histoire, on a l'histoire sociétale aussi. Et en 1961, carrément, le spectacle est adapté au cinéma. Donc c'est pour vous dire à quel point ça a marché. Et aujourd'hui encore, bien sûr, West Side Story reste un culte de la comédie musicale. Flo, quand on voit et quand on regarde la place des comédies musicales aujourd'hui dans le cœur des Français, comment est-ce qu'on explique cette francisation de cette tradition américaine ? Écoute, il est venu le temps des comédies musicales en France. J'espère que vous avez la ref. ref. Pas tenu la note, c'est vrai.
C'est vraiment un taf. Waouh. Ouais, merci. Mais en tout cas, c'était vraiment pas gagné pour la France. Ici, la comédie musicale est d'abord apparue sous forme d'opérette, dont l'âge d'or se situe dans les années 20 et 30, avant une longue traversée du désert, quand soudain est apparue une oasis au doux nom de Jacques Demy. Du coup, il a galéré à trouver... Il a galéré à trouver un producteur, mais en 1964, son film Enchanté comme il aimait le dire, Les Parapluies de Cherbourg, reçoit la Palme d'Or au Festival de Cannes. Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. On dirait Disney le truc. Vous l'avez vu ou pas? Pas Moi, du je tout. l'ai jamais vu entier. Non. Mais comment ça, pas entier? T'as réussi à voir qu'une partie? Ouais, j'ai Elle dû s'est endormie. Je rêve. Non, Moi, je suis c'est- pas comédie musicale, vraiment pas. Ok. Mais moi, c'est vraiment un de mes films préférés qui raconte du coup l'histoire de cette femme enceinte qui souffre d'amour en attendant son mec parti à la guerre et qui finit par en épouser un autre. Oh. Ouais. En tout cas- La traître. Non, mais Quel non, bail. pas la traître. C'est hyper dur ce qui lui arrive. Enfin, Ah ouais? Ouais, le film est fou. D'accord. Et en tout cas, Le film est fou. Jacques Demy était inspiré par les productions d'Hollywood et a réussi à en faire une approche complètement personnelle en créant avec Michel Legrand du coup ce genre unique. Derrière, on a eu la chance d'avoir Les Demoiselles de Rochefort, plus joyeux avec l'irrésistible chanson des Sœurs Jumelles. Nous sommes des sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Ça, j'ai eu. Ah, trop contente, c'était bien, non? Ça, c'est un classique en C'est vrai. pas mon délire, mais j'aime bien. Puis le sublime Peau d'âne. Préparez votre pâte dans une jatte plate et sans plus de discours. Du coup, des films pleins de danse et de couleurs, mais on s'aperçoit assez vite qu'en fait, tout n'est pas si fantasque et léger. Et c'est à travers ce prisme que naît la première comédie musicale française en 1973. Ouais, en fait, loin des strass et paillettes de Broadway, il s'agissait d'une adaptation sous forme d'opéra rock de la Révolution française. Bien sûr, nous ferons notre devoir. Sympa. Du coup, on doit ça au compositeur et chanteur Claude Michel Schoenberg. Plus tard, il mettra en scène Les Misérables, adapté de l'œuvre de Victor Hugo. Et ça va vraiment constituer un tournant puisque ça aura le mérite de fidéliser le public français. Le spectacle, du coup, est resté à l'affiche pendant presque 3 décennies pour devenir la comédie musicale française la plus vue à travers le monde. Et avant ça, il y a eu aussi Starmania, qui a été mis en scène par Michel Berger et Luc Plamondon en 1978. Starmania, ça a connu un énorme succès. C'est là que c'est vraiment né, c'est là que naît l'espoir de la comédie musicale à la française. Et encore aujourd'hui, les spectacles de Starmania se jouent à guichet fermé. Hein. Dédicace à ma mère. Starmania, ça donnait ça. Mais après, la comédie musicale qui a fait l'effet d'une bombe, c'est évidemment... Donc Notre-Dame de Paris en 1998, composée par Luc Plamondon aux côtés de Richard Cocciante. Même si c'est pas votre cam, forcément ça vous parle parce que c'est un peu le son plaisir coupable. Fan inconsidérable. Garou, Hélène Ségara, mais c'était tellement bien. Mais pareil, en plus l'histoire est horrible en fait. Enfin, oui, de ouf. Pour de vrai, oui, ouais. c'est vrai. Et c'est affreux parce qu'en fait ça a tellement marché que les gens ont voulu prendre le créneau et s'en est suivi une déferlante de projets loufoques, aussi nazes les uns que les autres. Pourtant on adore les années 2000 pour ces mini-jupes et les robes sur les jeans, tout ça, mais certainement pas pour ces comédies musicales. Tous les ans une nouvelle, et cette nouvelle comédie musicale qui tombe à l'eau. Et dans le top des bids, on a Cindy en 2022, vous connaissez ou pas? C'est quoi ça? Non, je sais pas. Bah pour te dire, non. Mais énorme tristesse, en gros c'est une version futuriste d'une Cendrillon des banlieues avec l'âme comme princesse du ghetto qui dévoilait de rares confidences sur ce qu'elle appelle l'expérience la plus difficile de sa vie. Je l'aime bien l'âme. Dans Gala, la pauvre. Horrible, mais ce que les gens en retiennent, c'est la fameuse scénette Rêve Party. Où as-tu passé la nuit? C'est quoi ça? Dans une rêve partie, tu rentres à midi. Un choc. Mais peut-on m'expliquer ce qu'est une rêve partie?
Énorme malaise en tout cas. Je n'ai jamais entendu parler de ça et je crois que c'est mieux ainsi. Après, les années 2000, c'était quand même, on l'a dit, les 10 commandements, Roméo et Juliette, Le Roi Soleil, Mozart, l'opéra rock. Ça, je chantais en primaire. Tatoue-moi sur tes seins. Ça, c'était ma chanson. Tatoue-moi sur tes seins, c'est ça son problème. Mais quoi, c'était ma chanson? Tatoue-moi sur tes seins, c'est ça qu'elle retient. Elle aurait pu nous dire mais c'est ce qu'il y a de plus. Mais ça aussi, non, chanter. Tatoue-moi sur les nibards. Voilà, c'est ça son problème. Flo, tu t'en souviens de ça? Moi, j'adore, trop fan, trop fan. Mais après, c'est vrai que tout ça, ça a marqué la pop culture actuelle, mais pas tant quand même, tu vois. Et par ailleurs, la pop culture, elle est elle-même devenue une source d'inspiration pour les comédies musicales. La preuve avec La Haine, qui aura bientôt le droit à sa propre comédie musicale. Et perso, je suis trop fan de l'idée. Moi, ça me fait un peu peur. Je me dis, pourquoi vous venez toucher à ça? Non, ça va être... Genre, ils ont touché à Cendrillon. Ils ont touché à Cendrillon, on est fou. Non, moi, je sens que ça va être fou. Faut qu'on aille le voir. Faut qu'on aille le voir. Vraiment, mais ça va être incroyable, je suis sûre. Et par contre, le hic, pour moi, c'est qu'on surfe tout le temps sur la nostalgie. Parce qu'en France, on prend pas le risque d'en créer, ça coûte cher et c'est vraiment un pari. Il y a bien Christophe Honoré qui a osé les chansons d'amour. Je ne manque pas de bonnes raisons pour t'aimer. Et ça, c'était chouette, mais sinon, on préfère toujours celles qui viennent des États-Unis. Chez nous, on la trouve has-been, c'est un genre largement sous-estimé, presque perçu comme un sous-genre en fait, alors qu'à mon sens, c'est la quintessence de l'art. Il y a tout. J'adore aussi. Et moi, j'ai grandi avec Émilie Joly, par exemple, et je suis allée le voir adulte récemment, et c'était hyper trop cool de voir qu'il y a des enfants en transe, et en même temps, tu as des adultes hyper émus parce qu'il y a plusieurs degrés de lecture. Est-ce que vous êtes dans l'équipe la comédie musicale, c'est kitsch et ça craint, ou c'est kitsch et c'est trop bien? C'est kitsch et c'est trop bien. Moi, je suis dans l'équipe... Elle souffle. Non, vas-y, je vais regarder, mais pas ça ton va me dada. saouler qui chante tout le temps. Ouais, non, c'est pas mon délire. Et toi, So, est-ce que tu trouves qu'il y a plus d'émotions dans une comédie musicale que dans un film classique ou Oui, on en parlera après justement des films, mais moi je suis très team spectacle. J'aime le voir dans un théâtre ou quoi que ce soit. Moi, par exemple, au ciné, c'est un truc, ça me dit pas. Moi non Aller plus. le voir au théâtre, je suis plus pour. Enfin, même, j'aurais pas de problème avec ça, mais dans un film, oui, parce en que fait, c'est un show, au tu final. demandes si la personne elle va bien en chantant, moi ça va me saouler en fait. Voilà, c'est bon, je le dis. C'est quoi la dernière comédie musicale que vous avez vue? Jamais. Du coup, moi c'est Black Legend. Je l'ai vu fin de l'année dernière, fin 2022. C'était bien. C'était exceptionnel. C'est toute l'histoire des Afro-Américains en musique, donc en passant par Aretha Franklin, Michael Jackson, Beyoncé, Whitney Houston, incroyable, vraiment. Mais ça me dit, tu vois, parce que j'ai l'impression d'aller voir un concert. Et toi? Moi, c'est Mamma Mia. Déjà, le film, trop fan, mais alors là, sur scène, dommage que c'est en français, mais... c'est les sons d'Abba en français? Ouais. Oui, effectivement, Mamma Mia est de retour depuis octobre dernier au Casino de Paris et elle est adaptée en français. Mais quand même, est-ce que tu conseilles? De ouf, moi j'ai versé ma petite larme à la fin. Alors que je connaissais toute l'histoire et que. Voilà, Mamma Mia, here I go again. Du coup, ils disent Mamma Mia, c'est reparti encore. C'est cringe. Avec Florence et Leïla, on discute de l'essor des comédies musicales. Flo, tu viens de nous expliquer comment cette tradition américaine a fini par rentrer dans le cœur des Français. Et là, je voudrais qu'on s'intéresse à un autre genre musical, le film musical. Alors, très, très récemment, sont sortis au cinéma Mean Girls. Alors, je l'ai pas vu, vous l'avez vu? Pas encore. Moi, non, mais j'avais envie de le voir vendredi. Mais... Ouais, bientôt. De toute façon, c'est d'actu. Par contre, j'ai vu Wonka. Et demain, donc mercredi 24 janvier, va sortir le film La Couleur Pourpre. Pour le coup, moi, je l'ai vu en avant-première au Grand Rex. Et franchement, j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de musique. Ça peut plaire à certains, mais honnêtement, les films, moi, j'ai pas spécialement kiffé. Ouais, je trouve qu'il y avait trop de sons. Je sais qu'à un moment, dans le Grand Rex... C'est ça qui fait que je vais même pas aller le voir. Ouais, mais je comprends. Et tu sais que dans le Grand Rex, j'entendais... Oh, je te jure. Et idem pour Mean Girls, du coup, j'ai vu certains retours et c'est pas ouf. Et c'est pour ça que je ne vais pas mais aller aussi, le voir. c'est parce que ça nous a trop marqué. Oui, pour Lindsay Lohan et tout. Genre, moi, j'ai peur qu'ils me gâchent mon souvenir, mais pas parce qu'ils vont me chanter, mais parce que. Dans ce cas-là, il fallait faire un autre film. Grave. Pour moi. Mais c'est tout le temps ce qu'on dit, arrêtez. Mais même faire un spin-off, genre version actuelle de nos films sacrés de l'enfance, genre flemme un peu, tu vois. Après, même si ça se démocratise pour beaucoup, ça reste un peu niais, tu vois. Leïla, est-ce que tu trouves que c'est risqué du coup de reprendre ce format au cinéma? La preuve, parce qu'on cache que c'est des... Non, mais il y en a qui kiffent.
en vrai. Oui, mais dans le sens où, pour être sûr que les gens viennent le voir, on dit pas que c'est une comédie musicale, tu vois. Et c'est le rapport entre ces 3 films, du coup, parce qu'en fait, c'est des comédies musicales, mais ça a complètement été mis sous silence pendant les campagnes de promo. Et en fait, les indices, pour qu'on devine que c'était vraiment des comédies musicales, ils étaient super discrets, comme la mini note de musique dans le A de Mean Girl. Enfin, je trouve que... Enfin, moi, j'ai pas de lunettes, je la vois pas, j'ai des lunettes, je la vois pas. Hein. Ouais, non, mais même si tu la vois, tu te dis ok, comédie musicale. Non, à aucun moment, mais grave. Mais pourquoi ils le cachent alors qu'en vrai, il y a un public quand même pour les comédies musicales? Bah ouais, et en fait, avant 2016, donc à la sortie de La La Land, beaucoup de comédies musicales, elles n'ont pas réussi à attirer beaucoup de spectateurs. On a l'exemple du remake donc, de West Side Story dont on parlait tout à l'heure, sauf que là, c'est la version de Spielberg. Ou encore Cher Evan Hansen. Et en fait, ça a été des flops commerciaux total. Donc Hollywood a appris de ses échecs et a décidé d'inclure de la danse et de la musique dans ses projets sans le dire. Et ça a marché avec Barbie cet été. Ça a quand même été le plus gros succès cinématographique de l'année 2023. Parce qu'il y avait des tubes aussi. Faut faire vraiment attention à ça. Ça m'a saoulée. Oh là là. Ouais, mais je trouve que dans Barbie, c'était pas gênant. Genre, je trouve que dans Barbie, c'était moins gênant que dans Wonka, tu vois. Est-ce que du coup, ça veut dire que si on cache que c'est de la comédie musicale, les spectateurs ne seront pas au rendez-vous? C'est quoi le problème, en fait, finalement, avec ces films musicaux? En fait, on reproche aux comédies musicales d'être ringardes et niaises. Et en fait, je pense que c'est surtout un genre qui est mal aimé par le public, qui est peu habitué au théâtre, je pense. Peut-être. Perso, je trouve que, en gros, l'expérience des comédies musicales au cinéma, elle est moins crédible que dans un théâtre. Et parce que juste, ça demande des efforts en termes de réalisme, je trouve. Et quand on regarde un film, donc un film normal, sans musique, et la barrière de l'écran, une fois qu'on baisse la barrière de l'écran, je trouve que c'est facile d'imaginer que la scène, elle est réelle et de s'intéresser à ce qui se passe entre les persos. Quand on est au théâtre, faut faire abstraction de ce qui entoure la scène, donc les rideaux... les projecteurs, tout ça. Et donc du coup, tout ça, ça nous permettra de nous plonger bien dans la pièce. Et pour les comédies musicales, je trouve qu'il faut faire encore plus d'efforts au cinéma parce qu'il faut accepter, comme je le disais tout à l'heure, que les conversations banales, elles soient chantées et dansées. Tu vois. Mais pour moi, c'est le même mépris que le R&B, tu vois. What? Pourquoi? Il y a un peu ce truc de on danse et on chante sous la pluie, on est triste. Là, c'est pareil, c'est passe-moi ton café. Et ça... Ouais, mais passe-moi ton café. Passe-moi ton café. Ouais, simple. Alors que le R&B, ça transmet une émotion. On n'est pas cordial là, Flo, pas du tout. Le R&B, c'est de la musique. Bah oui. Ça aussi. Non, mais je dis pas que c'est pas de la musique et que passe-moi ton café. Non, ça y est, tu peux le dire tranquille. Je dis pas que c'est pas de la musique et que les gens qui en font sont pas des artistes. Justement, moi, je trouve que c'est un truc de ouf de savoir jouer, chanter, danser. Oui, juste que c'est pas nécessaire en fait à ce moment. Mais c'est juste, voilà. Tu peux parler. Et chanter à un autre moment pour un moment plus opportun. Et puis au pire, après, tu me fais un album, tu chantes, je t'écoute. Et puis quand tu fais ton concert, tu chantes et tu danses. C'est clair, voilà, tu vois. Il y a aussi le fait que les comédies musicales, elles vieillissent moins bien que les films normaux. Bah ouais, en fait, l'ajout de musique, ça permet de dater plus facilement un film et de le rendre moins moderne au fur et à mesure des années. Et par exemple, hier, je me suis dit que j'allais revoir des comédies musicales que j'aimais bien quand j'étais petite, toute l'époque Disney Channel. J'ai regardé High School Musical, le 2, parce que c'était mon préf de base. Et j'ai regardé Lemonade Mouth. C'était un truc que j'aimais trop. C'était sur Disney Channel. Je crois que t'es un peu trop vieille. Ça me parle pas. Ça me parle pas. Moi j'aimais trop. C'était des gens qui étaient en heure de colle et qui avaient fait un groupe de rock et tout. Et en mode, après, ils faisaient plein de concerts. À la fin, ils font l'équivalent d'un Bercy, tu vois. MDR. Et de base, c'est parti d'une heure de colle. Bref. Et du coup, j'ai regardé ça et en fait, tout m'a cringe. Mais parce que t'as vieilli aussi. Ouais, tout m'a dérangé et je trouve que tout a mal vieilli. Que ça soit les danses, que ça soit tout, genre, c'est juste malaisant, je peux pas. Ah ouais? Moi aussi, j'ai revu High School, tout ça, et j'étais waouh. Mais toi, t'es une éternelle enfant. Tu veux garder ton âme d'enfant, donc c'est peut-être pour ça. Est-ce que la stratégie de dissimuler la comédie musicale fonctionne au final? Figurez-vous qu'en fait, la tromperie, c'est la meilleure option pour l'instant. Et les derniers résultats du box-office le prouvent, comme avec les 500 millions de dollars de recettes de Wonka. Et en vrai, c'est payant, mais pour combien de temps? Parce qu'il va surtout falloir trouver un moyen de faire aimer les comédies musicales au public, parce que pour l'instant, ils font plutôt fuir. Mais attends, parce que dans les 500 millions de recettes là pour Wonka, c'est-à-dire qu'il y a 500, il y a je sais pas combien de millions de personnes qui sont allées voir, mais on sait pas parmi tous ces gens-là combien ont été déçus. Moi, j'en fais partie. Bah ouais, mais c'est pas ça qu'on compte. Ouais, ils s'en foutent. En fait, eux, ils disent ça chante. Ah, les traîtres. T'avais pas vu. Je t'ai pas dit. Surprise. Au final, t'as payé ta place. Donc 500 millions de recettes. Bon, en tout cas, en France, il y a un projet en cours. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais Clara Luciani, elle sera à l'affiche d'une comédie musicale
musical qui sera réalisé par Diastème. Ça sera aussi en collaboration avec le musicien-compositeur Alex Baupin et le film va s'appeler Jolie Jolie. Ouais. Alors Leïla, j'ai noté le synopsis du film. Est-ce que tu veux bien nous le lire ? Alors en gros, c'est l'histoire donc d'Elias, un écrivain désargenté, et Léonore, la nouvelle vedette du cinéma français. Et en gros, l'intrigue, elle prendra place dans les années 70 entre Paris et Cinecittà à Rome. Cinecittà. Pardon. La ville du cinéma en italien. Voilà. Et en gros, on nous annonce des quiproquos, de la jalousie, des coups de théâtre, de l'amour, de la chanson, de la danse, tout. Est-ce que Flo, tu vas regarder. Leïla, est-ce que tu vas regarder ? Ouais, vous avez la réponse. Bon, je pense que je vais regarder. Ça se passe en Italie, tu connais tout ça. Cinecittà, c'est quoi Cinecittà. La ville du cinéma. Bon allez, il est 20h54. J'ai le regret de vous annoncer que la pluie et le beau temps, c'est fini pour aujourd'hui. Oh non. C'est tout. Bref, si vous avez kiffé l'émission, en attendant qu'on revienne mardi prochain, parce qu'on revient mardi prochain.